Je vous propose de lire la chronique, de Tsinch, la chronique de la ruine de Tsinch. Alors, suivez Kairos Fateweaver alors qu'il met en action un plan mûri depuis de nombreuses années et qui pourrait signifier la ruine pour les Luminettes. Alors, attaquons donc, cette chronique de la ruine de Tsinch. Maintenant, la réalité brûle et coule comme de la cire chaude, tandis que le démon Kéros, Fateweaver, déchaîne la mesure de son pouvoir offert par Tinch. Le désert cristallin de Ish se transforme en un bourbier bouillonnant, doux, iridescent, dans lequel les piquiers elfes s'enfoncent en hurlant. Ici, la gravité est inversée, et une phalange de sentinelles au visage sévère plonge vers le ciel, tournoyant cul par-dessus la tête. Ou fesses par-dessus la tête. Là, un noble elfe s'effondre à genoux, vomissant un globule d'argent fondu. La masse informe se transforme en un gantelet et saisit l'elfe frappé à la gorge, lui étranglant la vie. Euh, Lui étranglant à mort. Ouais, c'est sport, ça. Toujours des trucs chelous avec Tinch. La moitié des Vanari est annihilée en un clin d'œil. Mais les elfes de Ish ne sont pas gouvernés par la peur. Voici qu'arrive un grand escadron en formation de diamants de cavaliers luminescents, leur aume luisant même sous le ciel menaçant de Chamon. Ils foncent droit sur la première masse de démons gambadants, parvenant d'une manière ou d'une autre à traverser intacte une tempête de feu et de sorcellerie, abaissant leurs lances et dans les instants précédant l'impact. Après, les lunettes sont aussi assez férus côté magie arcane, donc ils ont quelques trucs, quelques tricks contre Teach. Les deux têtes de Kéros claquent et jacassent tandis qu'ils regardent ces fantassins infernaux être enfoncés dans la terre, leur corps difforme explosant en une gerbe de flammes et de couleurs criardes. Certains des elfes tombent, transformés en torches frémissantes. D'autres continuent à chevaucher, prenant de la vitesse alors qu'ils galopent vers le Fateweaver. Les yeux des cavaliers Vanari brillent de haine. À leur tête se trouve un champion portant un aume à la crête façonnée à l'image d'un grand aigle. Il est grand, il est grand et svelte, à la manière de tous les elfes. L'autorité suinte de chacun de ses pores. Sous son tabard de soie est brodé un croissant de lune, entouré d'un trio d'étoiles brillantes. Cette vue déclenche un souvenir profondément ancré. Quelque chose à propos de celui-ci, quelque chose de familier, dit la tête gauche de Kéros, capable de scruter l'étendue de l'histoire. Oui, parce qu'il y a une tête, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, il y a une tête de Kéros qui peut voir le passé et une autre qui peut voir le futur, en fait. Oui, dit l'autre tête, celui-ci bénit du pouvoir d'envisager tous les futurs possibles. Je vois la jonction des destins se rassembler autour de lui. Il a de la valeur, mais pourquoi? Un éclat d'inquiétude transperce les entrailles du Fateweaver. Pas une peur de la mort, la destruction de sa forme physique n'a jamais troublé Kéros. Il est le serviteur favori du dieu du changement, et au-delà de telles préoccupations mesquines, au-delà de telles préoccupations mesquines, pardon. Mais l'échec risquait le déplaisir ultime de Tsinch, même le plus puissant des démons doit redouter cela. L'incertitude s'empare de lui. Il ne parvient pas à saisir la signification de cet instant dans le temps. Il siège inconfortablement au centre de sa compréhension temporelle, entre ce qui sera et ce qui fut autrefois. Oui, aussi ce côté où c'est très difficile de combattre Kéros parce qu'il est à la fois dans le passé et dans le futur, mais sa faiblesse, c'est qu'il ne peut pas exactement être dans le moment présent. C'est un peu sa faiblesse. Il a un genre d'angle mort, en fait. L'échec le plus flagrant de Kéros a toujours été de combler ce gouffre de perception. Voilà justement un peu cette espèce d'angle mort. Pourtant, Tsinch l'a envoyé en ce lieu ravagé par la sorcellerie pour faire la guerre aux Luminettes pour une raison. Quelque part dans son esprit labyrinthique se trouvent les réponses dont Kéros a besoin.
Les yeux de la tête la plus à gauche, celle qui peut scruter le passé et connaître chaque secret, se voile de blanc. Sa conscience, la conscience de Kéros se détache du présent, et le monde autour de lui devient flou et indistinct, comme de la peinture qui coule sous la pluie. C'est une belle image, ça. Alors, au-delà des fenêtres cristallines de Thor Hector, le ciel brûlait. Donc là, on est dans le passé. On est dans une vision du passé. Des traits de magie fendaient les cieux, brisant les délicats minarets et les balcons de verre de la plus belle citadelle d'Imitrika. Du coup, ça c'est à Ish, le royaume de lumière. Imitrika, c'est l'un des continents-nations d'Illuminati. Il y a 10 nations luminettes. Et Imitrika est l'une d'entre elles, justement. 2 elfes couraient le long d'un corridor sinueux de la grande flèche d'Ectis. Leur visage pâle et hanté. Tous deux partageaient des traits, cheveux de lin et yeux blancs glace. Le plus infime indice d'une ride sous les yeux de l'elfe de tête révélait qu'il était l'aîné des deux. Vertilion l'a fait, siffla cet aîné. Cette créature folle, il prévoit de nous annihiler tous en représailles pour des offenses imaginaires. Père, dit le second elfe, que peut... Tais-toi et suis-moi, Célian. Il y avait un autre être présent en ce lieu. En ce temps, il scrutait à travers la peau de la réalité détachée du royaume physique tout en buvant avidement chaque souvenir, chaque vue et chaque secret prononcé. Les 2 elfes pouvaient sentir le mal dans l'air, une sensation émanant de la présence de l'intrus. Dans leur panique, ils l'attribuèrent à la perspective imminente d'une guerre civile arcanique qui menaçait d'engloutir le monde entier. C'est une erreur compréhensible, car la chute des spires, la grande calamité elfique, ferait exactement cela. Donc ça, c'est justement pendant l'Okari Dara. Donc la chute des spires, c'est un peu l'équivalent de l'âge du chaos pour les luminettes. Parce que là où pour les autres royaumes, à part Azir, l'âge du chaos est arrivé, les forces du chaos ont ravagé les royaumes mortels, les luminettes ont réussi à tenir. Cela dit, ce qui a provoqué leur chute, c'est eux-mêmes. C'est une grande guerre civile qui a englobé quasiment tout le royaume de Ish et qui a complètement ravagé sa surface. Et donc c'est ça le Caridara. Ce conflit revendiquerait sous peu la vie de l'un d'eux et condamnerait l'autre à une existence déchirée par la culpabilité et le chagrin. Le passage culminait en une porte scellée d'éther-quartz luisant, incrustée de gemmes et de symboles runiques de Ish. Au-delà de cette porte se trouve l'arsenal héliotropique de la maison Ectilar, dit la elfe le plus âgé. Chaque dispositif, chaque arme qu'il contient a été créé pour protéger non seulement l'avenir de notre dynastie, mais la prospérité d'Imitrika elle-même. Le spectateur au-delà du voile ne put dissimuler un frisson victorieux. Les 2 elfes sentirent cette émotion intrusive, et pendant un instant, leurs yeux scrutèrent le corridor apparemment vide. Donc un démon est en train de les observer et ils sentent ta présence. Puis il y eut un terrible tremblement qui les fit chanceler, en voyant des fissures en toile d'araignée se propager sur des murs de marbre. « Je comprends, père, dit le jeune Célion. Je ne comprends pas, aboya l'aîné. Et ses mains se tendirent pour saisir celle de son fils, dans une prise de vis. Cette guerre couve depuis des décennies. Elle s'étendra bientôt au-delà des frontières de Thor Hector. Elle sera alimentée par des âmes imprudentes et arrogantes, des tyrans qui préféraient voir Ish consumé par les flammes, plutôt que d'admettre leur brise. Que peut-on faire ? Il incombera à des êtres tels que toi et moi de guider notre parenté à travers cette catastrophe. Nous devons agir sans peur, Célion, être impitoyables si nécessaire. Les dispositifs de cette armurerie possèdent le pouvoir d'annihiler des royaumes entiers. Je ne fais confiance qu'à 2 âmes pour manier un tel pouvoir de manière responsable. Toi et moi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour le coup d'avoir une vision directe de l'Okaridra. C'est quelque chose dont on a eu que des descriptions, mais là, pour le coup, on a vraiment
une scène directement à la Ocarina, donc c'est assez intéressant, quoi. Et donc ça montre vraiment, leur dialogue montre vraiment que les armes qu'ils avaient durant l'Ocarina, c'était vraiment des armes de destruction massive, quoi. Des armes qui voudraient un peu aux fameuses, bombes, Amalpire d'Escaven, ce genre de choses, enfin, vraiment de choses qui peuvent ravager des montagnes entières et transformer des paysages entiers en désert complètement désintégré, quoi. Et techniquement d'ailleurs, à l'âge de Sigmar, ils ont toujours certains ont toujours un peu les plans de ces armes ou des parties de ces armes un peu cachées dans leur, dans des coffres et ils ont juré de ne jamais les réutiliser. Mais techniquement, les lunettes ont toujours ce genre de choses qui dans leur tiroir, quoi, maintenant à l'âge de Sigmar. Ce qui les rend très dangereux potentiellement. Très, très dangereux. Donc il dit, je n'ai confiance que en toi et moi pour utiliser un tel pouvoir de manière responsable. Père, il n'y a pas de temps pour le doute. Seul celui qui partage mon sang peut briser les sceaux qui gardent cette chambre. Il saisit et tordit le bras de son fils, de sorte à ce que la paume soit tournée vers le haut. Un long doigt brillant d'un pouvoir Eldritch marqua un sigil dans sa chair, le brûlant avec chaleur et lumière. Célion siffla de douleur, mais il ne se retira pas. Quand son père eut terminé, l'avant-bras de l'elfe était traversé de symboles délicats en écriture de Ish. Au centre de ceux-ci pendait le croissant de lune et 3 étoiles, le sigil de la maison Ectilar. La elfe le plus âgé leva son propre bras et désigna la porte, où les mêmes glyphes luisants étaient reproduits sous forme de gemmes d'Etherquartz et de boucles de métal solaire gravé. Le spectateur invisible observa ce rituel avec une attention fascinée. Les 2 elfes se figèrent en sentant à nouveau cette présence maligne. En fait, ça fait bizarre. Ils sont un peu en panique, c'est le chaos autour d'eux, c'est l'apocalypse, et ils sentent un peu cette présence malaisante d'un démon qui ricane, qui peut pas s'empêcher de par son intérêt genre malsain de dévoiler sa présence. Célion sortit même une dague fine. Pendant un instant, il imagina qu'il avait aperçu le contour fantomatique d'un monstre menaçant, ses ailes soulignées par des flammes sorcières, et ses yeux, ses 4 yeux, le regardant avidement depuis un endroit bien au-delà de la réalité. Pas une respiration. En fait, ce qui est intéressant, parce que là, du coup, c'est Kéros, mais ce qui est intéressant, c'est que pour Kéros, le moment qui était décrit plus tôt, où il voyait un elfe un peu ridé et ancien qui avait un rôle important, et ce moment-là qu'on est en train de voir qui est dans le passé, et on va peut-être même voir un autre moment futur, tous ces moments, pour lui, c'est le même moment. Vu qu'il vit, il vit à la fois dans le passé et dans le futur, tous ces moments un peu se superposent pour Kéros. Ce qui est intéressant, ça montre vraiment à quel point il a un, un mode d'existence complètement différent d'un mortel ou même des autres démons, en fait. Même si après, le royaume du chaos a un peu des micmacs temporels aussi, donc c'est un peu peut-être comment vivent les démons de manière générale, d'ailleurs, quelque part. Mais ça peut être marrant parce que vous pouvez combattre un démon et vous pouvez ensuite le recombattre genre, peut-être dans plusieurs années. Et ça se trouve, ce démon ne vous reconnaît pas parce qu'il va vous combattre pour la première fois pour vous dans son futur. Enfin, ça peut faire des trucs débiles, ça peut être marrant. Il y a vraiment des trucs marrants à faire avec les micmacs temporels du royaume du chaos, quoi. Et avec Kéros en général, d'ailleurs. Le temps est relatif pour lui. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Tout est en simultané. Donc, pas une respiration plus tard, le rayon d'énergie héliothermique d'une lance d'éther de la taille d'une cité fracassa les protections arcaniques de Thor Hector. Ah oui, donc la cité a sûrement un peu un dôme de barrière arcanique. Et il y a un rayon de la taille de la cité qui vient de frapper dessus. Ça, c'est vraiment l'Ocarina. C'est vraiment quand la longue guerre froide des luminettes a atteint son paroxysme et qu'ils ont tous appuyé sur le bouton nucléaire. Et là, on y est. Là c'est bien stylé. On est dans l'ambiance, quoi. Réduisant le père de Célion en cendres et perçant un trou d'une 12aine de pieds de diamètre dans le mur cristallin de la tour. La force de l'explosion fut telle que Célion fut projeté
en arrière, atterrissant assez durement pour briser une jambe et fissurer son crâne en 3 endroits. Ouais, comme ouais, donc le rayon a loupé la cité de peu, mais ça a bousillé un peu une partie de la tour où ils sont, quoi. Miraculeusement, Célian survivrait à ses blessures. Le destin est toujours imprévisible, pour la plupart du moins. Maintenant, donc là on revient dans le moment un peu présent. La contemporanéité revient en trombe et les yeux de Fate Weaver s'ouvrent brusquement. Pas une seconde n'a passé, mais les cavaliers, elles, sont rapides comme le vent. Leur chef, fondant sur le seigneur, le duc du changement, avec la lance abaissée. Le prince marqué de la lune. Celui-ci possède quelque chose dont nous avons besoin. Quelque chose que nous avons longtemps oublié. Nous devons le reprendre. L'hésitation a refusé à Kéros la chance d'oblitérer ses attaquants à distance de sécurité. Sa conjuration, une rafale balayant des dagues de cristal tranchantes comme des rasoirs, éventre un tiers des cavaliers chargeants. Mais le reste fait pivoter leur monture avec une grâce stupéfiante, évitant le pire de la grêle. Avant qu'il ne puisse tisser un second sort, ils sont sur lui. La lance du chef descend, sa pointe, un point de soleil luisant qui perce les yeux du démon, le faisant tressaillir de douleur. L'arme d'Ast transperce la poitrine de Kéros et continue à travers la chair et l'os. Je sais pas si on peut qualifier ça de chair et d'os, mais c'est un démon, il est fait d'énergie, mais il y a après il se matérialise. C'est un peu flou. Un vif éclair de douleur, Kéros chancelle, poussé sur ses jarrets. Le seigneur elfe laisse tomber son arme encombrante et fait tourner sa monture pour une autre charge, maintenant avec une épée en main. Les deux têtes de Kéros hurlent d'une voix haineuse. Leurs pensées se chevauchent. Non, ce règne ne doit pas prendre fin, pas encore. Brûlez-les, tordez leur chair. Des serpents de feu jaillirent des serres de Kéros et un cavalier arrivant est embrasé, basculant de sa monture. Une autre lance déchire l'aile droite du démon, lacérant la membrane et répandant des plumes. Hurlant maintenant de douleur, Kéros rassemble des particules d'arcane pour façonner un autre sort. Mais la magie meurt sur sa langue alors que le seigneur elfe au aume d'aigle et au tabard de lune s'écrase à nouveau sur lui. Une épée plonge dans le flanc de Kéros et il sent sa connexion au royaume physique commencer à s'effriter comme un pont de cordes dans un ouragan. Des visions défilent devant les yeux de Kéros et sa forme aviaire convulse, recrachant sa bile huileuse. L'heure est perdue, mais le destin est inexorable. Le seigneur elfe revient pour le coup fatal, levant son épée en prise inversée pour embrocher le crâne droit de Kéros. L'entité scindée qu'est Kéros se concentre sur un dernier sort. Il y a un flash de lumière et une soudaine pulsation d'énergie qui fait vaciller le cavalier dans sa selle. Un petit sort bien modeste, à vrai dire, à peine digne de l'un des sorciers favoris de Tzeentch. Pourtant, l'elfe est étourdi assez longtemps pour que la tête gauche de Kéros, le prophète, jaillisse, saisissant et sectionnant l'avant-bras du guerrier d'une seule morsure tranchante. Le membre tournoie dans les airs et le Fate Weaver l'attrape dans son bec, l'avalant avec une convulsion péristaltique de son gésier. Le seigneur elfe grogne et s'affaisse dans sa selle, la crinière blanche de sa monture tachée de son sang rouge. Ah, donc il voulait sûrement le bras pour... parce que c'est le bras qui avait la marque que son père a apposée sans doute. Kéros a le temps d'un cri de rire triomphant, avant que les lances de 3 autres cavaliers elfes ne plongent dans ses entrailles et que le royaume des mortels disparaisse dans un tourbillon défaillant. Kaléidoscopique de couleurs et de sensations. Bientôt, donc là on est dans le futur maintenant. On est dans le futur de ce moment-là. Alors que les hurlements des cris d'alarme commencent à résonner à travers les halls, Célion Ectilar bondissa de sa chaise dans son étude, dégainant son épée longue. Le seigneur régent Manchot Dimitrica
marchera à la rencontre de cette perturbation sans peur, sa foulée rapide assurée. Donc l'elfe Célion a survécu, mais il a perdu un bras, quoi. Et pourtant, un ver d'incertitude se tortillera dans son cœur, car il ne devrait y avoir aucune perturbation ici, au cœur de Tor Hector, reconstruit dans toute son ancienne gloire après les horreurs de la chute d'Espire. Deux tueurs masqués attendront le seigneur régent alors qu'il sortira de ses quartiers au sommet de la flèche, au sommet de la tour. Il abattra les deux d'un coup de pointe et d'un tranchant économique de sa lame, ralentissant à peine. Qui êtes-vous demanda-t-il à l'un de ses adversaires mourants, lorsque l'homme convulse et tremble. Comment avez-vous franchi ces murs? Il nous a guidés, murmura l'homme. Euh, L'ineffable. Il connaît ton esprit, elfe. Il connaîtra ta honte et celle de tes ancêtres. Honte. Ce mot déclencha quelque chose dans l'esprit de Célion. Les souvenirs d'une tragédie de sa jeunesse, encore aussi crue qu'autrefois. Un soupçon terrible descendra alors de son épée euh, et, euh, et il acheva le contrevenant mourant. La main manquante de Célion commença à pulser de vagues d'agonie, le poussant à genoux. À ce moment-là, il se sera écoulé plus d'un siècle depuis cette bataille fatidique contre les hordes démoniques du dieu du changement. Le membre fantôme l'a hanté depuis lors, un rappel constant et désagréable de sa fragilité mortelle. Habituellement, la douleur a été gérable. Seulement maintenant, elle deviendra atroce. Comme si quelque part, loin, quelqu'un plongeait sa main sectionnée dans une cuve d'huile bouillante. Et malgré la distance, il pouvait sentir toute l'immensité de chaque nerf hurlant. La douleur l'attirera comme une laisse. Elle guidera jusqu'à la chambre secrète de la maison Ectilar, dans laquelle aucun être vivant n'est entré depuis plus de 5 siècles. Maintenant, l'entrée de cette voûte, la honte secrète de sa dynastie scellée et oubliée, sera jonchée de cadavres de guerriers Vanari, leur corps fumant et fondant dans la lueur résiduelle d'une puissante sorcellerie. Oh pardon, j'ai peut-être un petit bruit désagréable. Sans faire exprès, j'ai touché le micro. Là se tiendra le démon à 2 têtes de ses rêves et de ses souvenirs, les yeux brillants de triomphe, entouré de suppliants agenouillés portant des masques de guerre aviaires. Mon maître désire ce qui se trouve au-delà de ces portes, rappera le démon. Rien que des jouets grossiers de facture elfe, mais assez, s'ils sont déployés avec habileté, pour rallumer les anciennes querelles de ton peuple. Ah oui, du coup, en fait, Kéros, il veut choper les codes nucléaires et il veut relancer une guerre froide. Quelque part, c'est assez réaliste hein, comme plot. Aucun elfe de Ish ne lèvera plus jamais les armes contre ses semblables. Les deux têtes s'inclineront moqueusement. Non, Célion pivotera sa lame en prise inversée, la pointe scintillante dirigée vers son cœur. C'est marrant, cette partie est écrite au futur parce que c'est dans le futur. Pensiez-vous que je permettrais cela sans moi? Vous ne pouvez pas rentrer. Je mourrai avant de vous laisser, toi et ta vermine, faire un seul pas au-delà de ce seuil. Mais la défiance de Célion tombera sur des oreilles sourdes. La tête gauche du démon commença à convulser, se soulevant et s'abaissant. Sa gueule s'ouvrira pour égurgiter une masse pâle de chair, à moitié dissoute par les sucs acides. Un membre elfe, Célion criera à genoux et tombera à genoux, saisissant instinctivement de sa bonne main un bras qui n'est pas là. Son épée claquera sur le sol. « Il y a de la magie dans tes veines », dira le démon, la bave coulant de son bec. Ce pouvoir est à la fois la clé et le verrou. Tant que tu vis, je peux piller ce que je veux. Et je ne te donne pas la permission de mourir. Pas encore. Serrant son grotesque trophée, le démon tracera les mêmes glyphes luisants qu'il avait observés des siècles auparavant. Célion ne peut rien faire d'autre que fixer avec horreur
sentant les sensations fantomatiques dans ses doigts absents, alors qu'il effleure les runes de Ish, sans pouvoir exercer aucun contrôle. La voûte de Thor-Hector sourira en bâillant. Célion hurlera de rage, impuissant, et chargera le Fateweaver. D'un simple geste, du seigneur démon l'arrêtera net. Pardon. La elfe paralysée par un sort de liaison canalisé à travers son propre membre manquant. Une fois de plus, les secrets honteux de l'Ocaridra seront déchaînés sur Ish. Cette fois non par les elfes responsables de leur création, mais par les serviteurs de Kéros. Célion survivra juste assez longtemps pour voir la damnation finale de la maison Ectilar, avant d'être consumé dans les feux de l'ubris de sa dynastie. Telle est la destinée. Et c'est la fin de cette chronique, qui était très intéressante en vrai. Donc ouais, c'est vrai, c'est écrit au futur. Je trouve ça très intéressant en vrai, la façon dont il est cette chronique est très très bien écrite en vrai, je trouve. Ça me transmet bien la, hum, la perception du temps complètement déphasée par rapport à celle que le mortel, celle qu'on a nous. Ça montre vraiment comment les démons sont un peu hors du temps et de la réalité. C'est vraiment bien fait. On explore l'Ocaridara, ça aussi, c'est une époque très intéressante dans l'histoire des Luminettes. Euh, et, euh, et on voit vraiment toute la destruction que sont capables les armes de destruction massive du coup des Luminettes. Et malheureusement, elles peuvent aussi être utilisées contre eux, ce que Kéros a fait. Une chronique, une des meilleures chroniques de la ruine qu'on a eu jusqu'ici, personnellement. Je l'aime beaucoup. Elle fait pas juste que présenter en fait les nouvelles unités. Il y a une vraie histoire autour de ça. Belle histoire, une belle histoire. Là pour le coup, là où je dirais que la dernière chronique, celle sur Norgul, était un peu en mode justement Art of Blight. Comme j'ai dit, les Sylvanettes, le comportement de Sylvanettes n'est pas cohérent, on dirait des humains. Et il y a un peu plein d'unités Norgul qui sont mentionnées dans l'histoire en mode caméo. Ah, ils sont là aussi, ils sont là aussi, ils sont là aussi. Cette chronique, elle était bof. Elle faisait un peu pub. Celle-ci, elle était très intéressante en vrai. J'ai beaucoup aimé. Celle-ci, elle sentait un peu le renfermé. Et celle-ci, elle change. Elle change de d'habitude, celle de Tinch.